Elle l'écoutera en replay. C'est ça, c'est parti. Allez, je viens de lancer l'enregistrement. Donc, du coup, c'est ce que je vous disais, on va procéder comme l'autre fois avec les HM, ça s'était bien passé. Je vais passer les personnes les unes après les autres. Tiens, ça a changé d'ordre d'ailleurs. Et vous allez me poser les questions que vous avez à me poser sur le cours sur les filières. J'essaierai d'y répondre du mieux possible. S'il y en a qui ont besoin d'intervenir, de rebondir dessus, vous n'hésitez pas. De toute façon, j'enregistre le cours, la visio en ligne. Autre chose, j'ai prévu mes cours. S'il y a besoin de passer sur l'écran le cours avec une partie du cours, il suffit que je partage l'écran. Ils sont prêts, il n'y a plus qu'à. OK. Donc, voilà. Ça marche? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. Eh bien, allez, c'est parti. On est parti avec Edwige. Je t'écoute. Si tu as des questions ou pas, d'ailleurs, c'est possible que tu en aies pas. Donc, on passera au vrai. Mais si tu as des questions, je t'écoute. Alors, c'était pour réécouter, en fait, enfin, reprendre en globalité, en fait, toutes les filières énergétiques, en fait. C'est une question, ça? Non, c'est pas une question. C'est juste reprendre. Alors, est-ce que tu as une question précise? Parce que reprendre en totalité les filières, ça va être compliqué. Ce qui est le mieux du mieux, c'est qu'au fur et à mesure des questions, je pense qu'on va forcément reprendre les filières. Donc, à la fin, s'il reste encore des choses qui ne paraissent pas claires, on pourra essayer de refaire un petit… Mais en fait, sinon, je suis reparti pour faire le cours en entier. Là, donc, ça peut être compliqué. Ouais. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur les questions précises qui vont sûrement t'apporter des réponses. Et si à la fin, tu as encore des questions qui subsistent, précises, on finira d'éclairer OK avec ça. Okay. Tu n'as pas de questions, ça te convient? Non, je vais écouter ce que tout le monde a à dire. Voilà. Et à la fin, si tu as une autre question précise, ça marche. Pas. OK. Merci, super. OK. Donc, on passe. Vas-y, Audrey, je t'écoute. Si tu as des questions précises sur les filières, je t'écoute. Moi, ça n'avait rien à voir avec les filières. En fait, c'était pour revenir sur… Non, mais ouais, je suis désolée. Mais moi, non, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Non, pour revenir ça va bien sur se passer cet après-midi. On va être bien. sur les réflexes myotatiques. Le réflexe myotatique normal et inverse. Là-dessus, j'ai un gros bug. Enfin, j'ai pas tout à fait compris. Ouais, j'aimerais juste qu'on revoie les points concernant les réflexes myotatiques. D'accord. Et qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le réflexe myotatique? Déjà, au niveau de mon cours, j'arrive pas à retrouver le bon endroit où… Enfin, j'ai retrouvé… Tu vois, dans les questions que tu nous as envoyées, tu nous as demandé les organes qui font partie de ce réflexe. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais rien capté par rapport à ça. Et qu'en fait, le réflexe myotatique, pour moi, c'était une contraction volontaire du corps en cas de sécurité. Alors, je t'arrête tout de suite dans ce que tu viens de me dire. Si c'est un réflexe, ça ne peut pas être une contraction volontaire. C'est une contraction involontaire qui est gérée par le système nerveux autonome, parce que c'est un réflexe. OK? Donc, ça ne peut pas être une contraction volontaire. C'est logique. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, après, on va repartir concrètement sur la question que vous aviez, comme ça permettra de payer. Quelle était la question concrète que vous avez envoyée? Je ne me rappelle plus. C'était… Moi non plus, attends, il faudra que je la retrouve. OK, l'organe responsable du… Tu demandais quel était l'organe responsable du réflexe myotatique. OK, donc réflexe myotatique. Tu es avec moi, Audrey? Oui. OK, donc sur les réflexes myotatique ou myotatique inverse, on l'a vu, c'est une boucle de réflexe. Quelle est déjà la première chose qui va différencier une boucle de réflexe avec une contraction justement qu'on va appeler volontaire ou alors où il y a une prise d'information? Quelle est la différence? Quand il y a une prise d'information externe par des extérocepteurs comme les yeux, par exemple. Quelle va être la principale différence? Il va y avoir un message électrique. Il y aura pas de… Alors, vas-y, il y en a un qui a commencé une phrase. Je ne sais pas qui c'est. Claire. OK, Claire, tu disais? Non, je disais qu'il n'y avait pas de traitement, traitement de l'information par le système nerveux central. Exactement. Ça ne remontait pas jusqu'au cerveau, en fait. C'est ça la différence. C'est qu'on parle de réflexe. Si on parle de réflexe, c'est-à-dire que c'est une boucle réflexe. Pour aller vite, souvent un réflexe, c'est quelque chose qui se veut sécuritaire. Donc, pour être sécuritaire, il faut agir vite. On n'a pas le temps de traiter l'information et de donner une réponse adaptée. Donc, ça va être par rapport aux expériences qu'on a déjà développées et acquises qu'on va acquérir certains réflexes. Donc, la différence, c'est que la boucle, elle va pas avoir l'information ne va pas monter jusqu'au cerveau via la voie efférente, subir un traitement d'information, okay, et redescendre via la voie efférente. Elle va directement aller au système nerveux central, mais à la moelle épinière. Elle ne va pas monter jusqu'au cerveau.
Ok. Et c'est là, comme on a déjà acquis de l'expérience, on sait à quoi ça correspond, qu'on va… Excusez-moi, jamais rien, pardon. Comme on a déjà acquis de l'expérience, c'est là qu'on va déterminer, envoyer l'ordre de réflexe. D'accord? Jusqu'ici, tu me suis? Oui. Ok, attends, j'ai perdu la tête. Ok. Ensuite, en ce qui concerne la suite, c'est que il y a forcément une information qui est prise au niveau corporel par des capteurs sensoriels sensitifs. Et le capteur sensoriel sensitif spécifique du réflexe myotatique, ça va être le… Est-ce que quelqu'un répond? Vous êtes tous au micro coupé, donc ça vous évite de noter. Le fuseau neuromusculaire. D'accord? Le fuseau neuromusculaire, il se trouve dans le cœur du muscle, au niveau des fibres musculaires. Oui? Oui. Et ce fuseau Attends, tu peux répéter, s'il te plaît? Tu peux juste répéter le nom? Fuseau neuromusculaire. Ouais, merci. FNM. Et ce fuseau neuromusculaire qui se trouve au cœur du muscle, il va avoir pour rôle de détecter un étirement trop important du muscle. Ok. Quand l'étirement trop important du muscle est détecté par ce fuseau neuromusculaire, donc qui dit étirement trop important dit, ça signifie quoi pour lui? Bah, danger. Exactement, tout simplement danger. Il va remonter cette information via la voie efférente jusqu'à la moelle épinière, et parce que le cerveau, par exemple, traitement de l'information et faire redescendre un ordre qui va être lequel? Bah, le réflexe. Oui, mais c'est quoi? Bah, l'effet inverse. C'est-à-dire? La l'inhibition du Contraction. muscle concerné. Contraction. Voilà. Contraction, il va venir contracter, d'accord, le muscle qui est trop étiré pour le protéger. Ok. Ça marche? Oui. Ça vous paraît logique? Tu peux juste nous donner un exemple? Bah oui, je vous avais donné l'exemple, tu sais, du test que l'on fait, je ne me rappelle plus du nom, chez le médecin, où on tape avec un marteau sur le genou. Ah ouais. C'est exactement ça, c'est un réflexe myotatique. Le fait de mettre dans la tension, le fait de taper sur le tendon, ok? Au niveau du muscle, il va sentir qu'il va y avoir un étirement trop important et il va contracter le muscle en contrepartie. Donc ça, c'est myotatique. Et le myotatique inverse, c'est s'il y a une contraction trop importante. Exactement. Myotatique inverse, la différence, c'est que ce n'est pas leur même organe sensitif qui va capter l'information. Ça va être lequel? L'organe tendineux de Golgi. OTG, organe tendineux de Golgi. La différence entre l'OTG et le FNM, c'est que l'OTG ne se trouve pas dans le cœur du muscle, mais se trouve sur les tendons. OK? Oui. Lorsqu'un muscle se contracte très fortement, il va avoir quoi comme phénomène? Il va se… Rétracté. Je l'ai entendu, raccourcir. D'accord? Donc, si les muscles se raccourcissent, ça veut dire qu'il y a de la tension qui augmente au niveau des insertions et donc des Fibres musculaires. des tendons. Ah, ok. Au niveau des tendons. Et cette tension au niveau des tendons est mesurée par l'organe tendineux de Golgi. Contraction trop importante, réflexe myotatique inverse, relâchement du muscle, okay, inhibition de la contraction du muscle, et ça peut même engendrer une contraction de l'antagoniste pour favoriser le retour à l'articulation dans le plan normal. Ok. C'est plus clair. Est-ce que c'est OK pour tout le monde sur les deux réflexes? C'est maintenant, si vous avez encore un doute, c'est maintenant qu'il faut intervenir parce qu'après, c'est fini, c'est acquis. Donner un exemple pour le réflexe myotatique inverse? Quel genre d'exemple? Un exemple concret? Bah, très simple. Tu prends quelqu'un de raide et tu lui fais faire un étirement. Tu as quelqu'un de raide autour de toi? Non. Ah, bon, alors si tu trouves quelqu'un de raide autour de toi, tu prends quelqu'un de raide et tu lui fais faire un étirement brusque, sans échauffement sur un gros muscle, par exemple les ischio-jambiers, et tu vas tout de suite observer ce que c'est que le réflexe myotatique inverse. C'est-à-dire que le muscle va tout de suite se contracter. Ok. Pardon, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Si tu fais une contraction trop importante, le muscle va tout de suite se relâcher et tu vas avoir le quadriceps qui va se contracter. J'ai pris En gros, c'est volontairement… pour le protéger. Les réflexes, c'est que des mécanismes de protection. Hein. J'ai pris volontairement l'ischio-jambier parce que c'est un muscle relativement faible, trop faible. Enfin, c'est un gros muscle, mais relativement faible, comme c'est un muscle de la chaîne postérieure, trop faible souvent par rapport au muscle de la chaîne antérieure. Donc, c'est sur ce genre de muscle qu'on va pouvoir observer ce genre de réflexes de protection de manière un petit peu plus… qui interviennent plus rapidement, plus facilement. Ok.
Question ou pas là-dessus? Non. Sur le réflexe myotatique inverse, il y a une action aussi sur l'antagoniste, mais pas dans le myotatique tout court. Alors, c'est qui a posé la question? C'est clair? Oui. Vas-y, redis-moi, excuse-moi. On disait que sur le réflexe myotatique inverse, il y a un relâchement du muscle concerné et une contraction antagoniste. Ouais, qui peut Mais sur intervenir. Ouais. Ouais, j'ai toujours un décalage, c'est chiant. Sur le réflexe myotatique, l'antagoniste, il n'est pas concerné. Et non, parce que l'antagoniste, alors, souvent, il est déjà au repos. Ouais. Donc, il y a juste besoin de la contraction. Si le muscle s'étire, ou alors si jamais l'antagoniste dont on parle, il est en contraction trop importante, ce qui crée une étirement trop importante de l'autre, ça peut créer une inhibition de l'antagoniste. Forcément, si ça crée une contraction réflexe de protection d'un muscle, l'antagoniste, s'il est en contraction, va se relâcher fatalement. Ok, ça marche. Ça n'a rien à voir avec les crampes. Rien à voir avec Comme les ça. crampes. Les crampes, c'est un dérèglement biochimique qui crée une contraction non contrôlée et intense. Donc, rien à voir avec les crampes. Ok. C'est bon, j'ai plus de questions. Je vais écouter les autres maintenant. C'était Audrey, c'est ça? Oui. Audrey, on a fait le tour de tes questions? Oui, mais j'écouterai ce que les autres demandent par rapport aux filières. Moi, c'était surtout ça qui me dérangeait le plus. D'accord. Ok. Bougez pas, tac. Putain, ça fait que changer par contre les filles. Je suis en train de réfléchir un truc par rapport à la crampe que vous m'avez posée avant là. C'est possible sur une crampe, par contre, vous avez remarqué que vous avez déjà eu des crampes sur un gros muscle, que pour justement relâcher la crampe qui est en train de s'activer, que vous contractiez l'antagoniste. Exemple, écran position, d'accord? Forcément, pour essayer de relâcher le muscle, il faut l'étirer. Donc, du coup, vous venez chercher une contraction de l'antagoniste pour l'étirer, mais c'est plutôt une contraction volontaire. Ouais, mais c'est pour ça que je disais ça. Des réflexes. Mais du coup, ouais, c'est volontaire. Ah oui, parce que justement, volontairement, inconsciemment, tu sais que pour venir étirer ton jambier, il va falloir que tu contractes ton quadri pour venir mettre l'oscillation dans l'amplitude opposée. Ok, du coup, on va enchaîner. J'ai Charline après. Est-ce que tu as des questions? Ouais. Alors, moi, j'avais une question, mais je ne sais pas en fait si c'est pour nous ou si c'était plus pour les HM. C'était à la fin de ton deuxième diapo, quand tu parlais du phénomène de surcompensation. Alors, mon diapo sur quoi c'était? C'était la Sur les filières. Ah, et okay. C'était le deuxième. Et phénomène de surcompensation, j'ai rien compris. Ouais, parce qu'en fait, on l'a vu qu'avec les HM. Donc, c'est pour ça, et je ne savais pas en fait si ça nous concernait ou pas. Mais je ne l'ai pas précisé dans le truc. Je n'ai pas dit pour les HM. Je dis, on l'a vu avec les HM. Moi, je ne l'ai pas précisé. C'est possible. Mais je sais pas, j'ai écouté quand même. Ouais. Oui, mais tu as bien fait. Le phénomène de surcompensation, pour faire rapide, parce que c'est le phénomène qui vise à surcompenser, c'est-à-dire augmenter ses capacités ou alors ses réserves énergétiques après une déplétion, après un entraînement. Okay. Excusez-moi, je cherchais pas de stylo là. Tac. Pour faire simple, je vous demande 30 secondes, je reviens tout de suite. Ariane, tu peux couper ton micro, s'il te plaît, si tu parles pas, parce qu'on entend beaucoup de choses. Et vous le dessinez, ça sera plus simple hein, pour 10 secondes. Deuxième version sans coefficient. Comment on fait cette version? Qui c'est qui peut couper son micro? Ariane. Ok, tout le monde voit. C'est Oriane, putain. Oui, merci Ariane. Donc ici, point de départ. Ça marche? Ouais. C'est le point de départ. Là, quand on va s'entraîner, on va venir créer forcément une fatigue, alors que ça soit musculaire ou une déplétion glycogénique, des réserves de glycogène. Donc, il va y avoir comme ça une chute, une baisse. On est d'accord? Ça, c'est le but de l'entraînement. Après l'entraînement, il se passe ça. Ou pendant l'entraînement, il se passe ça. D'accord? À la fin de l'entraînement, on arrive là. La surcompensation, c'est ça. C'est le fait de resynthétiser, c'est-à-dire de recharger ses stocks de glycogène, par exemple, ou alors ses capacités physiques pour arriver à un niveau supérieur que le niveau de départ.
Donc ça, là, c'est le phénomène de surcompensation. J'arrive ici, je me réentraîne, je rechute ici, je surcompense, j'arrive plus haut, et ainsi de suite. Est-ce que tout le monde comprend? C'est très simple. D'accord? Que ce soit, par exemple, les réserves glycogéniques, lorsque je m'entraîne, je vais créer une déplétion, intensément, je vais créer une déplétion glycogénique. D'accord? Donc, vider mes réserves de glycogène. Le but du jeu, ça va être de réaugmenter ces stocks de glycogène grâce à l'alimentation, par exemple. Je vais venir ici. Ou alors, je m'entraîne, je vais travailler sur ma capacité aérobie, donc je vais fatiguer mon organisme. Le but du jeu, lorsque je vais y récupérer, le but de l'entraînement, ça va être de retomber à une capacité, à un niveau d'entraînement supérieur, et ainsi de suite. C'est le but, c'est le phénomène d'entraînement qui se résume comme ça. À chaque fois, le but du jeu, c'est de choquer, perturber, léser, vider ce que vous voulez et de surcompenser pour arriver à un niveau supérieur que du point de départ. Ok. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais. J'avais une autre question. Écoute, c'est le moment. C'était sur la filière aérobie. Attends, excuse-moi, je te coupe. Tout le monde est OK pour la surcompensation? Personne n'intervient, donc c'est OK. Parfait. Je t'écoute. C'était sur la filière aérobie, du coup, si j'ai bien compris. Donc, les substrats, c'est glucose et protides et lipides. Ça commence par le glucose, après lipides, après protides. Enfin, ouais, c'est ça? Oui. Mais en fait, c'est à partir de quel moment à peu près qu'on passe aux lipides? Tu veux quoi? Tu veux un temps? Tu veux quoi? Un temps. C'est inestimable. Environ. C'est inquantifiable. Oui, mais... Pourquoi c'est inquantifiable? Tu vas me Parce que l'expliquer. ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, d'une, et quoi d'autre? Parce que les lipides, ils servent de substrat dès le départ, sauf qu'ils sont en quantité moindre. Oui, non, mais du coup, très bien, on est d'accord, mais du coup, on va venir justement là-dessus pour expliquer ça. Mais Charline, pourquoi je te dis c'est inquantifiable? Tu m'as dit ça dépend des personnes. Il y a un autre phénomène important aussi qui va jouer énormément sur quel substrat est utilisé. Ça va être quoi? L'intensité. L'intensité de l'effort. d'exercice. OK? Référez-vous toujours à l'intensité d'exercice. C'est l'intensité de l'exercice qui va dire quel substrat énergétique vous allez utiliser. Une intensité trop importante, on va être sur une filière non aérobie, donc forcément, il y aura que du glucose, donc on est d'accord. La question portait sur la filière aérobie. OK? Ouais. Mais même dans la filière aérobie, je ferai une bise au chat de notre part, même sur la filière aérobie, d'accord? En fonction de l'intensité, je vais arriver plus ou moins rapidement sur un changement de substrat. Okay? Imaginons que tu as un certain niveau, pareil. Bouge pas. Mon trait ici, d'accord, c'est ici la puissance max de ta filière aérobie, c'est-à-dire le niveau d'intensité max à laquelle tu es dans la filière aérobie qui prédomine. Tu me suis? On l'appelle comment ce trait? Ça correspond à quoi? La VO2 max. VO2 max. Très bien, merci. VO2 max ou VMA ou puissance ou PMA. D'accord? VO2 max, volume d'oxygène maximal ou puissance maximale aérobie ou vitesse maximale aérobie en fonction de l'unité qu'on utilise. Donc, si ce trait ici correspond à la puissance max de la filière aérobie, d'accord, la PMA ou à la VO2 max, si vous voulez, plus ce niveau d'intensité, c'est le niveau maximal d'intensité où la filière aérobie prédomine. Si on passe sur une intensité supérieure, on passe sur une autre filière qui prédomine. Ça ne veut pas dire que la filière aérobie ne tourne plus, c'est-à-dire qu'elle ne prédomine pas. Tout le monde me suit, hein? Ça, tout le monde a compris? Les trois filières fonctionnent toujours en même temps, puisqu'elles débutent toutes en même temps dès le début de n'importe quelle activité physique. Tout le monde a compris ça, c'est très important. Très bien. Donc, pour en revenir à ta question, ça me permet d'aborder d'autres thèmes. Pour en revenir à ta question, si je suis à cette filière-là, à cette intensité-là, pardon, excuse-moi, au taquet, ici, juste en dessous pour toujours rester dans la filière aérobie, forcément, je vais plus rapidement brûler des calories et du glucose parce que je serai sur une intensité plus importante. Donc, je vais plus rapidement utiliser les lipides que si je suis sur une intensité 20% inférieure ici. Ouais, tu comprends? Ouais. C'est bon, je vois. Ouais, j'ai OK. compris. Donc, c'est pour ça que c'est quasiment impossible à déterminer. Après, si vous voulez des chiffres, on peut donner des chiffres. Ils sont peu significatifs, mais ça permet quand même de se donner un ordre d'idée. On estime que pour une intensité moyenne, alors en principe, il y en a qui disent 70% de la VO2 max, à peu près 70, 75, 80, de ces chiffres-là. Donc, on va dire sur une activité aérobie, intensité moyenne, moyenne plus, on estime qu'à partir de 45 minutes, vous aurez 100% lipides. À 100% des lipides? Ouais, à partir. Non, alors, c'est jamais 100%, mais Oui, mais... net domination lipide.
Ok. D'ailleurs, ce n'est pas 100%, on va dire plus 80%. En fait, ce qui se passe, c'est que la courbe que je fais d'habitude, ici, je vous la fais temps, intensité. Est-ce que tout le monde voit ici, là? Celle-ci, là. Oui. OK? Donc là, j'ai mis, bon, c'est à l'envers, pardon, le temps, ici, les abscisses. Et là, l'intensité, une intensité donnée sur les ordonnées. OK? Ça marche? Ici, donc, on part de 0. Le temps, donc là, c'est 0. Je m'excuse, c'est à l'envers. Donc là, c'est le temps 0. Et là, c'est le temps. On fait un exercice à telle intensité. La première courbe aussi qui part d'ici et qui descend pour venir quasiment nul, c'est la courbe d'utilisation de quel substrat? Les glucides, enfin le. Eh bien, ok, c'est que vous avez compris. Et ici, qui part de 0 et qui, en revanche, qui augmente dans le temps pour une utilisation quasi totale au bout de 45 minutes, c'est donc la courbe des Lipides. Ok, je ne bougerai pas, je vous trace. Donc, vous avez tout compris. Ici, à 45 minutes, vous voyez, là j'ai marqué 45, c'est un peu fouillé. 45 minutes, d'accord? Environ, c'est le chiffre qu'on donne, d'accord? Environ, on voit que les glucides sont quasiment peu utilisés, on va dire 10%, 15%. Et par contre, on est à 85-90% lipides. Ça marche? Et la courbe de croisement est ici. Alors, je l'ai mis à 30 minutes, pareil, c'est difficile à quantifier. Il faut savoir que ce n'est pas proportionnel, ce n'est pas la moitié, ce n'est pas 22-50. C'est quand même plus on avance dans le temps, plus on s'approche du 100% liquide. Donc, la courbe où ça se croise, c'est quand même plus proche de 30 minutes. À peu près, on est sur du 50-50. Après, ça, c'est des chiffres que vous pouvez peut-être trouver plus facilement. Ça fait longtemps que je n'ai pas cherché. Il y a peut-être eu des études plus précises qui ont été faites récemment. Donc, c'est peut-être facile à trouver ce genre de chiffres. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est comment ça fonctionne. Est-ce que tout le monde a compris ce croisement de courbes lipides-glucides avec l'utilisation, on va dire, très majoritaire des lipides à 45 minutes? Tout le monde a compris avec cette courbe-là? S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, il me le dit tout de suite. Donc, ça va nous permettre d'enchaîner sur ce qu'on a l'habitude de dire. Et vous comprenez maintenant pourquoi on dit que pour perdre du poids, il faut faire du cardio à moyenne intensité pendant longtemps. Puisqu'on estime que vraiment, on est efficace pour perdre des graisses qu'à partir de, alors un peu avant 45 minutes, du coup, puisque quand les lipides deviennent prioritaires aux glucides, on va dire à 30 minutes, ça commence à devenir intéressant. Mais au-delà de 45 minutes, on est sur full, j'exagère, pas full, on n'est jamais 100%, mais très majoritairement lipides. Okay. Voilà pourquoi on sait, les gens savent dans l'imaginaire des gens que pour perdre du poids, il faut faire du cardio à moyenne intensité sur le long terme. C'est vrai, c'est pour ces raisons physiologiques-là. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon. D'accord, mais en tout cas, c'est la plus connue et la plus simple à mettre en place pour des débutants. Ok. J'ai répondu à ta question? Ouais, j'en ai une dernière. Je fais chez pas le de monde. souci. Non, mais t'inquiète pas. Par contre, je vérifie que tout le monde ait compris ça. Parce que c'est assez important. Juste un truc sur ce schéma. Juste sur le schéma que tu as fait là. S'il avait fallu mettre la créatine, tu l'aurais fait partir d'en haut et tu l'aurais fait chuter direct. Ah bah la juste créatine, au moment où ah bah la créatine tu la faisais chuter direct et bah, en elle apparaît même pas sur le schéma parce que ça c'est le schéma qui est propre à la filière aérobie. Donc en fait c'est une intensité donnée pour la filière aérobie. Alors même si elle démarre ici, mais elle n'existe pas parce qu'elle dure que sur 20-40 secondes. Ouais, c'est bon. D'accord. Okay. Donc en fait si tu veux ta question, regarde ici là. Elle n'est même pas apparaître, c'est même pas significatif sur le schéma. On va avoir la filière anaérobie, lactique, qui parle de la créatine phosphate ici, qui chute direct. Ensuite, on va avoir la filière anaérobie lactique, même si on est sur une intensité faible, le temps que la filière aérobie, l'inertie se mette en route, etc., qu'on achemine jusqu'au… On va avoir un petit peu de glycolyse qui va fonctionner, peut-être une seconde, une minute. Okay. Puis après, petit à petit, la filière aérobie va prendre le dessus. 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes peut-être. Et après, la filière aérobie va prendre le dessus et va complètement… tant que l'intensité de travail ne dépasse pas la puissance de la filière aérobie, c'est-à-dire tant que les mitochondries peuvent accepter le pyruvate pour rentrer dans le cycle de Krebs et faire de l'ATP, on utilise la filière aérobie.
Ça dépend de l'intensité de travail. Si on augmente l'intensité, on fait plus de glycolyse, on produit plus de pyruvate, les mitochondries, les usines sont pleines, le pyruvate se transforme en lactate. On est sur une prédominance de la filière anaérobie lactique. Ok. C'est ce qui se passe quand on fait du fractionné, du coup? Ah, quand on fait du Quand tu es sur fractionné, une intensité moyenne. on n'est même pas sur. Alors, ça dépend. Ça dépend quel type de fractionné. C'est-à-dire si tu es sur… ouais, ça dépend de combien de temps tu tiens. C'est Mais ça. si tu fais du fractionné, genre, tu es sur ta VMA et qu'après tu augmentes sur, je sais pas, sur 20-30 secondes. Le fractionné, en principe, on est quand même beaucoup pour travailler la puissance aérobie sur du fractionné. Quand on fait du 30-30, ce genre de choses-là, on est quand même sur de la filière aérobie. Quand on fait du 30-30, par exemple. Ah bah 30-30, c'est de la puissance de filière aérobie. Oui, mais quand tu accélères, tu passes bien au-dessus de ta VMA. Ah oui, justement, le but du jeu, c'est de repousser ta barrière VMA, ta barrière VO2 max. C'est de travailler ta puissance aérobie, de remonter ton curseur. Yep. Donc, du coup, là, tu dépasses bien ta VMA et, Ouais. Le but du jeu, tu restes plus sur l'aérobie. non, tu vas prioriser la glycolyse. Mais le but du jeu, justement, c'est d'entraîner les usines à ce qu'elles soient pleines, qu'elles tournent plein régime pour que ton organisme s'adapte. Il s'adapte en manque d'oxygène, il s'adapte en créant des mitochondries, etc. Donc, ton but du jeu, Ce travail, ça va augmenter le stock de mitochondries, par exemple? Eh ben, ton organisme, en réponse, les muscles vont travailler. Donc, tu vas faire travailler tes fibres musculaires. Et le but du jeu, ça va être de développer ta capacité mitochondriale. Ok. Ok. Charline? Du coup, c'était sur… ouais. Ah oui, c'était sur la deuxième filière, là, la glycolyse anaérobie. À quel moment… Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ma question, mais On le part glycogène… bien, là, Charline. Écoute, Ah, mais oui, le je fais que ça. glycogène… À quel moment, qu'est-ce qui décide si on prend le glycogène dans le foie ou le glycogène qui est déjà dans les muscles? Qu'est-ce qui décide? Bah, genre, je sais Attends. que le glycogène qui est dans le foie, après, il va se transformer en glucose, machin, pour passer dans le sang, nanani, Très nanana. bien. Mais comment… À ton avis, qu'est-ce qui décide? Bah, justement, c'est la question que je me pose. Je te donne un exemple. Toi, tu as une cheminée, d'accord, chez toi. Tu as des bûches de bois à côté de la cheminée ou des bûches de bois dehors dans le froid. Tu mets lesquelles dans le froid? Bah, chez moi. Bah, le corps, il fait pareil. En priorité, il va utiliser le glycogène qui est à proximité de la source du besoin. Et après, il va aller chercher du glycogène qui se retrouve plus loin. En gros, quand il y a plus de glycogène dans le muscle, il va taper dans le foie. Ouais, mais alors par contre, ça se met en route en amont. Hein. D'accord? C'est-à-dire que tout de suite, quand l'exercice commence, on l'a vu. Alors, vous l'avez peut-être pas vu, mais bon, pour les HM, les catécholamines se mettent en route. On baisse l'insuline, on libère le glucagon. Le glucagon va taper dans le foie et libère du glucose dans le sang. Okay, donc, ça se passe en amont, ça se passe au même moment. Mais le temps que ce glucose issu du glycogène hépatique arrive jusqu'au muscle, toi, tu es en train de faire un effort. Et cet effort-là, il est crédité par le glycogène qui est au niveau musculaire. Le but du jeu, c'est qu'il n'y a pas de trou. D'accord? C'est que ça s'enchaîne. Donc, pour qu'il n'y ait pas de trou et que ça s'enchaîne, il faut que les réactions qui soient longues à mettre en place et qui partent de plus haut commencent en même temps, en amont. Sinon, tu vas avoir un trou moteur, tu vas avoir un trou où tu n'as plus d'énergie. Donc, ce n'est pas le but. Ça marche. Donc, il utilise en priorité le glycogène musculaire. Pendant ce temps, au-dessus, aux étages au-dessus, ça s'organise pour fournir la suite. D'accord? Et pendant que tu utilises ton glycogène musculaire, on achemine, on redescend du glucose via le sang. Ça marche. Et sur la même filière, tu sais, du coup, avec les ions H+, là, ça fait l'acidose métabolique. Il paraît, c'est ça? Ouais. Ouais, à skip. Et au bout de combien de temps, en gros, ça revient à la normale? Ah, bah, pareil. Tu veux dire l'acidose métabolique? Ouais. Pareil, c'est difficilement quantifiable. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du type de personne, du type d'entraînement, de ton système tampon. Ce système tampon, donc ça, je ne vais pas détailler, simplement en fait, c'est le système qui permet justement d'éliminer les ions H+, du milieu intracellulaire musculaire.
Ça met plusieurs heures, ok, jusqu'à peut-être, je te dirais au moins 24 heures, ça peut aller au moins jusqu'à 24 heures, mais je ne sais pas, mais c'est même pas plus. Ok, donc c'est plusieurs heures. Ça marche. Ok, le temps En fait, c'est un retour à l'homéostasie, pour revenir à l'équilibre musculaire homéostasique. Donc, ça, c'est une bonne question. Je le regarderai plus précisément et je le mettrai en commentaire quand je mettrai je vais le noter. Ça marche. Et je le mettrai en commentaire quand je publierai la vidéo plus précisément. Ok. C'est bon, j'ai fini du coup. Ça permettra d'avoir un chiffre un petit peu plus précis que ce que je viens de vous donner. Acidose. Okay. Je le note et je regarderai ça, j'essaierai de le trouver. C'est bon, Charline? Oui, c'est bon. Ok. Merci. Merci à toi. Bon, Edwige, on a dit qu'on viendra après. Donc ensuite, dans la liste, j'ai Oriane. Est-ce que tu nous entends, Oriane? Oui, je vous entends, c'est bon. Oriane, le monsieur tout noir te parle. Vous m'entendez ou pas, vous? Oui, nickel, change rien. Bouge plus. Bon, voilà, je ne bouge pas, Garde le bras tendu avec la fourchette à la fenêtre. Non, mais rigole pas, c'est la galère. Enfin, bon. Oui, mais on a vu, je te rassure. On s'en a vu. As-tu des questions, Oriane? Oui, donc j'en ai déjà, Charline, elle en a posé beaucoup qui étaient similaires aux miennes, donc c'est cool. Okay, après, j'en ai une dernière. En fait, par exemple, quand on fait un renfort de 45 minutes, même si les 3 filières énergétiques, elles rentrent en jeu, ce que j'ai compris, en fait, la filière qui domine, c'est la filière aérobie, on est d'accord? Quand tu fais, par exemple, un CAF de 45 minutes. Je ne sais pas. Quelle filière est capable de soutenir un effort pendant 45 minutes? L'aérobie, la filière aérobie. Exactement. Ouais, donc c'est ça. Ce qui ne veut pas dire que pendant ton CAF, il va y avoir des passages où ta filière anaérobie lactique ne va pas prédominer pendant 45 secondes, une minute. Je te donne un exemple. Tu fais un CAF, à un moment donné, tu décides de t'exciter un peu au lieu de faire juste des petits fessiers sur le côté comme ça. Là, tu fais des squat jumps ou un truc comme ça pendant ton travail de 45 secondes. Alors après, c'est pareil, hein, ça va dépendre des personnes. L'intensité du squat jump, en fonction de l'intensité que les gens mettent et le niveau d'entraînement des personnes, il y en a qui vont rester dans leur filière aérobie, il y en a d'autres qui vont passer au-dessus de la VO2 max. Mais ça ne veut pas dire que pendant ton CAF, il n'y a pas des personnes et il n'y a pas des moments, pendant 45 secondes, une minute, tu vas passer en prédominance anaérobie lactique. C'est une possibilité. Tout dépend de l'intensité de tes exercices et de l'intensité de ce que tu demandes à tes élèves. Mais sur 45 minutes, la prédominance, c'est forcément aérobie. Ok, donc j'ai bien compris. D'accord. C'est tout bon? Tu n'avais pas d'autres questions? J'avais juste cette question du coup. Non, j'avais juste cette question. Ça valait le coup qu'on t'attende, putain. Ok, bien. Merci, Oriane. De toute façon, si vous avez d'autres questions, après, je referai un tour à la fin. Après, j'ai Julia qui est par là. Est-ce que Julia m'entend? Salut. Salut. As-tu des questions, Julia? Non, j'ai pas de questions, mais j'écoute et les questions des autres me font réviser. Donc, j'écoute. Okay. Bon, parfait. On va continuer à écouter. Je passe à la suite. Alors, ça sera Dylan. Dylan, est-ce que tu as des questions? Ouais. Je t'écoute. Alors, pareil, Charline, elle a posé pas mal de questions que je voulais poser, qui n'étaient pas claires. Après, il y a vraiment un truc, moi, qui me… Déjà. Ouais, dans l'ensemble, très clair. Ok. C'est vraiment un truc, moi, que j'ai du mal à comprendre. C'est vraiment comment déterminer la prédominance d'une filière. Alors, la première, ça va, c'est facile à déterminer. Parce que c'est les 10 premières secondes, mais en fonction de la VO2 max, enfin, je veux dire, on va faire, je sais pas, pendant 45 minutes, on va faire un effort. Ouais. Pendant ce temps-là, on va faire des pics d'intensité. En fin de compte, on détermine comment la prédominance d'une filière. C'est chaud à faire, en fait. C'est impossible à déterminer, à moins que tu aies des capteurs spécifiques sur chaque personne, si tu veux le faire précisément. C'est-à-dire que pendant ton cours, tu vas avoir déjà 10 personnes, ils ne vont pas avoir le même niveau. C'est ce que je expliquais avant. Ouais. En fonction de l'intensité que tu vas leur demander, il y en a qui vont peut-être très rapidement passer dans une autre filière, ils vont arrêter plus rapidement que les autres, ils vont fatiguer plus rapidement que les autres, et d'autres qui vont rester dans la filière aérobie. Donc, pour répondre à ta question, je comprends ta question tout à fait, mais c'est quasiment impossible. Nous, à notre niveau de travail, avec les outils qu'on a, c'est-à-dire aucun à part le visuel, c'est comment dire, c'est incalculable comme ça visuellement.
Ce qui est certain, c'est que si tu vas demander pendant ton cours des exercices gourmands au niveau énergétique qui vont demander des gros muscles de s'engager intensément, je dis n'importe quoi, des burpees, des quad jumps, etc. Là, forcément, tu sais que tu vas plus de chances de passer de la filière du dessus parce que tu vas augmenter finalement ton intensité. Tu sais très bien que, par exemple, tu vas être incapable de faire des séries de squat jump pendant 3 minutes en mettant l'intensité max. C'est pas possible. Okay. Déjà, des squat jump à intensité max pendant 45 minutes, 45 secondes, une minute, faut y aller fort. Donc, tu sais que sur ce genre d'effort, tu vas être sur une intensité supérieure à une filière à la VO2 max. Ok. Mais donc, ouais, concrètement, pour nous, à notre niveau, on n'a pas les outils de travail. Après, tu es en préparation physique avec des outils de travail spécifiques, notamment des masques qui vont calculer le taux de CO2 que tu rejettes, l'intensité cardiaque, le rythme cardiaque, parce qu'en fait, en fonction des personnes, l'intensité, on peut calculer par rapport au rythme cardiaque, aussi à sa fréquence cardiaque, qui est liée à la VMA, ce genre de choses. Là, oui, tu vas pouvoir, mais nous, à notre niveau, c'est pas calculable. Et j'ai envie de dire, finalement, est-ce que c'est bien intéressant? Parce que ce qui nous intéresse, c'est de faire travailler les gens avec une intensité maximale, qu'ils soient au taquet de la filière aérobie ou qu'ils passent 30 secondes en aérobie lactique par rapport à ce qu'ils recherchent et ce qu'ils veulent. C'est pas très grave, ça change pas grand-chose en soi, à part brûler. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'ils brûlent des calories et qu'ils se renforcent, qu'ils se tonifient musculairement. Donc, que tu sois à 98% de ta VMA ou au-dessus de ta VMA de 5 ou 6%, finalement, par rapport à ce que les gens demandent et recherchent, il n'y a pas grand intérêt. Après, ça va avoir de l'intérêt sur des préparations physiques spécifiques, de sport spécifiques, de vélo, de course à pied, de 400 mètres, de 200 mètres, ce genre de choses. D'accord. Ouais. Ok, donc c'est difficile à déterminer, quoi. Enfin, ouais, pour pas dire quasi impossible. Pratiquement impossible. C'est difficile. Après, c'est le feeling, tu le sens à peu près, tu vois à peu près, tu sais quel genre d'exercice va les mettre dans le rouge. Tu sais très bien, tu vois, justement, si tu as compris le principe. Mais de là déterminer précisément si effectivement ils ont passé la VO2 max ou ils sont encore dedans, c'est impossible sans outil précis. Ça dépend aussi des exercices, s'ils sont, comme tu disais, par exemple, si c'est des squat jump ou alors ou si c'est des exercices qui demandent moins d'intensité. Ah, tout à fait. De toute façon, en fonction de certaines séances. Le truc numéro 1, c'est l'intensité de travail. Donc, forcément, plus tu as de muscles engagés et de gros muscles, plus l'intensité est importante, plus le rythme cardiaque va devoir être important. Donc, plus tu vas être haut dans l'intensité de travail. Ça, il faut le comprendre, il faut que vous l'ayez compris, obligatoirement. D'accord? Ça, c'est sûr. Okay. Après, oui, effectivement, tu me dis, tu leur fais faire du triceps kickback, ils ne passeront jamais en anaérobie lactique. Ouais, d'accord. Ils ne seront jamais, voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr. Bon, bah merci. OK. C'était la seule question vraiment qui me posait problème. La réponse n'est pas top. Tu t'attendais peut-être à quelque chose de plus précis, mais là, je pourrais pas te donner quelque chose de plus précis. Après, il faut comprendre la sensation. C'est impossible à quantifier. Ouais, je pense que c'est OK, ça marche. Okay. C'était surtout quand on nous pose des questions sur le step, tout ça. Tu vois. Ah, d'accord. Alors, par exemple, j'entends mal, Claire. Attends, Claire, je te coupe, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Dylan, par rapport à ce que tu es en train de dire, à l'époque où il y avait encore de la physiologie en examen dans votre diplôme, 2-3 ans de ça, où je faisais les sujets de physiologie, sur les cours collectifs, je donnais par exemple un cours de step, etc. Vous avez 10 personnes, qui dure 45 minutes, etc. Quelle filière prédomine pendant le step? Expliquer le fonctionnement de cette filière. Tout le monde me disait, enfin tout le monde, ceux qui avaient compris et écouté disaient filière aérobie, ça fonctionne comme ça. Je voulais en arriver à un raisonnement physiologique. Et j'avais une question subsidiaire pour vous faire parler d'une autre filière où je disais par exemple, pendant l'espace d'1 minute 30, vous augmentez votre BPM à 180, ce qui implique OK. Et vous voyez que sur les 10 personnes, il y en a 3 qui s'arrêtent parce qu'elles ont mal aux jambes, etc., qu'elles n'arrivent plus à monter sur le step. C'est juste pour faire comprendre que peut-être ces 3 personnes-là, effectivement, pendant l'espace d'1 minute, 1 minute 30, étaient passées sur une intensité supérieure à une filière aérobie. Et pendant ce temps-là, elles étaient passées sur de la filière anaérobie lactique. Et pour vous faire décrire la filière aérobie lactique. Tu comprends l'idée? Ah, d'accord. Voilà, c'était ça. Ah, d'accord. Ouais, ça c'était… Ouais, ça, c'était vraiment bien ça. Voilà, j'ai bien aimé cette information. Une seule filière à définir pendant l'examen de physio, je trouvais ça nul. Donc, j'emmenais ça comme ça. Comme c'est impossible, le but juste, c'était de vous faire comprendre. Voilà, j'expliquais, ces 3 personnes, elles n'arrivent plus à monter sur step, elles ont mal aux jambes, elles ont du mal à contracter leurs muscles, voilà, elles ne montrent plus, elles saturent. Donc, pourquoi? En fait, c'était pour faire emmener à ça. Mais, voilà, encore une fois, c'est quelque chose de…
d'empirique, là, clairement, lié à l'expérience, et pas, c'est pas chiffré, c'est pas quantifiable. Ouais, non, mais ça, j'ai bien compris. Ok. Ok, ça marche. Merci. Juste De 2 rien. secondes sur Ouais. ça. Est-ce que du coup, si on fait un effort à longue durée mais à intensité moyenne, du coup, on va être sur la filière aérobie. Mais juste à partir du moment où on dépasse la VO2 max, on passe sur l'anaérobie lactique. Pas C'est ça? lactique. Lactique. Oui, lactique. Oui, Lactate même. elle prédomine, mais ça ne veut pas dire que la filière aérobie ne tourne pas. Tes mitochondries Oui, non, mais continuent ça, à je suis fonctionner. d'accord. Quand on Oui, dit mais que on la sait filière anaérobie lactique prédomine, ça veut dire que c'est la glycolyse qui arrive qui fonctionne en plus grosse quantité, donc que la quantité de pyruvate produite est trop importante pour aller entièrement dans les mitochondries. Donc ce pyruvate se transforme en lactate. C'est pour ça qu'on dit qu'elle prédomine. Lactate et ion H+, puisque la production de lactate est accompagnée forcément de ion H+. Mais si on ne dépasse pas le seuil de la VO2 max, on ne repassera jamais en prédominance de la filière anaérobie lactique. Non, parce que ta glycolyse va toujours se faire, puisque c'est commune. En fait, ces deux filières, il faut bien comprendre que c'est les deux mêmes. Hein. C'est les deux mêmes. La seule différence, c'est que la glycolyse se fait, le pyruvate passe dans les mitochondries pour faire de l'ATP, dans la filière aérobie. Dans la filière anaérobie lactique, ce pyruvate ne passe pas dans les mitochondries parce qu'elles sont pleines, parce qu'il y a trop de pyruvate qui arrive dans la cellule. Donc, du coup, elle se transforme en lactate. Ok. L'intensité demandée est telle que la glycolyse se fait énormément avec beaucoup de glucose. Et du coup, beaucoup de pyruvate arrive, supérieur à ce que les usines peuvent encaisser comme pyruvate en mitochondrie. Claire, tu voulais dire quelque chose? Tu avais commencé à intervenir, je t'ai coupé tout à l'heure. Ouais, j'avais commencé 2 idées, mais en fait, ça peut être aussi l'idée de débutants qui arrêtent. Tu n'as même pas besoin de monter ton BPM. Je ne sais pas, sur un cours de STEP, si tu as des débutants qui arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus, peut-être que justement, du fait qu'ils débutent, leur VO2 max est bien plus basse. Et Oui, du coup, tout à fait. Ça peut être lié à ça. Alors après, moi, c'est pour ça que je dis le sujet, c'est très empirique. Il peut y avoir plein d'autres raisons pourquoi ils arrêtent. C'est pas forcément qu'ils étaient en acidose métabolique. Ok, mais je le présentais comme ça parce que je voulais vous faire parler de deux filières et savoir si vous connaissiez le déroulement des deux filières. Mais évidemment que c'est pas obligatoirement ça. D'ailleurs, un autre exemple, dans ce genre de sujet de physio, des fois, je disais qu'ils s'arrêtaient parce qu'ils devenaient blancs et que leurs jambes les portaient plus. C'est pas du tout pour l'acidose, c'était pour vous faire parler là la glycémie. Comment? La glycémie? Oui, d'hypoglycémie, qu'ils étaient en hypoglycémie et vous faire parler justement de la glycémie et de la régulation de la glycémie par l'insuline et le glucagon. C'est un autre moyen d'amener, en partant du cours collectif, d'emmener un sujet physio précis. Et évidemment, on est d'accord que ce n'est pas parce qu'en step, vous allez avoir quelqu'un qui va arrêter, que c'est parce qu'il a explosé son seuil de VO2 max et qu'il n'en peut plus. Il peut y avoir plein d'autres raisons. Ça peut en faire partie. Après, honnêtement, en step, ça me paraît compliqué de mettre tellement d'intensité de passer au-dessus de la VO2 max. Hein. D'accord? Parce qu'il faut quand même, ça reste quelque chose de chorégraphié, donc le temps de faire les pas chorégraphiés, on n'est pas sur une intensité de ouf non plus. Donc, pour continuer sur ce que tu disais, Dylan, l'exemple que je donnais, c'était vraiment pour faire parler de ça, mais en cours de step, ça me paraît compliqué quand même de faire le seuil de VO2 max. En cardio step ou ce genre de truc, oui. Ok, en step chorégraphié, ça me paraît quand même compliqué. À moins qu'on ait vraiment un débutant, etc. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est complexe. Il faut voir l'intensité, la personne, le niveau. Il y a tout ça à prendre en compte, tous ces paramètres. OK? Yep. Ça marche. Bon. Donc, Julien, on l'a fait. Putain, ça fait changer. Audrey. Oh, je t'ai fait, Audrey? On est passé? Ouais? OK, autant pour moi. Alors après, j'ai Anthony. Qu'est-ce qu'il dit, Anthony? Vous avez une paye que je ne l'ai pas vu, c'était vieille gloire. Depuis ton match, hein? Ah oui, depuis mon match. Exact. Dis-moi, est-ce que tu as des questions? Non, en vrai, ça va. C'est vrai? Ouais, ça va, ouais. Bon, ok, c'est cool. Donc, je vais passer à Marina. Non, moi, ça va, j'ai pas de questions non plus. T'as pas de questions? Ok. Non, franchement, tout est limpide, comme tu dirais. Non, quand même pas. Non, ça va. Zoé? Non, ça va, j'ai pas de questions non plus. Double pouce? Ouais, c'est bon. Ok, c'est cool. Dylan, on a fait. Parfait. Je vais faire attention. Je crois qu'on a vu tout le monde là. Oui. Du coup, je vais revenir vers Edwige, qui c'était peut-être un petit peu le moins clair. Est-ce qu'avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce que c'est déjà plus clair et est-ce que tu as des questions par rapport à ce qu'on vient de dire, Edwige? Non, mais ça ira, merci. T'as plus de questions du tout?
Non. Non, mais après, je veux dire, on a bien repris en globalité. Ouais, on a pas mal vu de choses, mais troisième. après, Ouais. on a revu pas mal de choses. Tu aurais pu avoir d'autres questions supplémentaires. Ça Non, ira, c'est cool. je te remercie. Ouais, c'est cool. Parfait. Plus personne n'a de questions sur ces filières énergétiques ou sur autre chose, parce qu'on a débuté sur les réflexes métatiques, donc sur autre chose qui a été vu avant. C'est maintenant, hein, les copains, si vous avez d'autres questions. Tu vas renvoyer les réponses au questionnaire ou pas? Alors non, c'est ce que je disais. Normalement, je ne vais pas les renvoyer. Parce que comme vous avez tout en contenu, normalement, c'est facile à trouver pour vous. Par contre, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas trouvé, comme tout à l'heure, c'est Audrey d'ailleurs, qui m'a parlé des réflexes métatiques, parce qu'on est parti d'une question qu'elle avait du mal à répondre, c'est maintenant si vous voulez poser. Pour ta première question là, de ton QCM, Oui. la protéine qui est responsable de la fixation, c'est le fer, hein, c'est ça? Le fer n'est pas une protéine, Edwige. C'est un minéral. C'est pas grave, t'inquiète pas. D'accord. Bon, bah j'ai faux. Qui a la réponse? L'hémoglobine. Ouais. Donc, protéine responsable de la fixation de l'O2 sur les globules rouges, sur les hémastocytes, c'est l'hémoglobine. Mais effectivement, le fer ne peut être fixé sur l'hémoglobine. Pardon, l'O2 ne peut être fixé sur l'hémoglobine qu'en présence de fer. On est d'accord, Edwige, mais la protéine en elle-même, c'est l'hémoglobine. Ça marche. D'ailleurs, oui, à propos de ça, si vous avez des questions sur des réponses que vous avez sapné un peu, c'est maintenant. Je vous écoute. Yannick, moi j'avais une question. Ouais. Moi, tu vois, j'ai un de mes cobayes, je lui ai fait faire beaucoup de fractionnés. On est parti au début sur un temps de travail inférieur au temps de repos. Et puis petit à petit, on est passé sur du 40-30, 40-20, etc. Comment je fais pour calculer sa VO2 max? Il y a un chiffre, il y a quelque chose? Hein? Il y a un chiffre, il y a quelque chose qui peut correspondre à la VO2 max? C'est des tests en fait pour que vous fassiez, pour calculer votre VO2 max, faire des tests, soit l'UQEG, soit les G bouchés, ce genre de tests. Alors le problème de ces tests de terrain, c'est que vous allez en prendre plein et vous allez en prendre 3, vous allez faire 3 fois, vous allez trouver des valeurs différentes. Alors ça va pas changer du simple au double, mais bon, c'est assez fluctuant. Le meilleur moyen de calculer sa VO2 max, c'est le test en laboratoire sur un ergocycle, un vélo, avec un masque respiratoire. Oui. Ils vous font le protocole et on calcule. Là, vous avez quelque chose de précis. Sinon, donc en fait, pour un débutant, on s'en fout. Pour un débutant, on s'en fout pas. Tout dépend ce que tu cherches à travailler. C'est toujours pareil. C'est ce que j'expliquais. Si c'était sur de la préparation physique, tu prépares un marathon en tant de temps. Non. Moi, perso, je trouve qu'on s'en fout. On n'en est pas là. Non, c'est juste pour brûler des calories, en fait. Voilà, tu vois, elle aime pas le cardio long, je vais faire du fractionné. Si c'est pour brûler des calories, demande-lui de mettre un maximum d'intensité. Franchement, ouais. Ne vous cassez pas la tête à partir dans les calculs de VMA, VO2 max précis. Pour des gens que vous allez voir pendant 1 mois et demi, 2 mois, vous ne verrez plus jamais, vous allez vous casser la tête. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant à faire, mais pour le coup, pour 98,8% des gens que vous allez avoir dans votre vie, ça ne les intéressera pas eux, ça sera plus un casse-tête pour vous. Sinon, pour répondre à ta question, parce qu'elle est intéressante, c'est les tests de terrain, style Luc léger, léger bouché, en fonction du palier que vous atteignez. C'est très facile à trouver hein, sur Internet, il y a des équipes. Voilà, et si vous êtes palier 14, c'est VMA, 12,5. Donc, il faut faire le test. Donc, VO2 max et VMA, finalement, c'est la même chose. Non, sauf qu'il y en a une qui est une vitesse et l'autre qui a un volume d'oxygène par kilo. Donc, après, il y a des formules qui permettent de passer de l'un à l'autre. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que ça correspond tous les deux à la puissance maximale de la filière aérobie. Effectivement, c'est la même valeur avec des unités différentes. Ok, d'accord. Merci. D'ailleurs, juste, j'en profite avec d'autres questions. Donc, on a expliqué, là, suite à la question de Charline, le notion de temps, 45 minutes pour brûler de la graisse, etc. Pourquoi on dit dans l'imaginaire commun qu'il faut faire du cardio moyenne intensité sur le long terme pour perdre du poids. Donc, on l'a expliqué, la filière aérobie, au substrat de la filière aérobie, au fait que les lipides interviennent plus tard dans le temps, et plus on dure dans le temps, plus ils interviennent en tant que substrat énergétique. Je vais le développer avec les HM plus en détail, mais je vous en touche 2 mots quand même au CC parce que ça vous intéresse peut-être, même si voilà, vous avez forcément entendu parler du HIIT, H-I-I-T.
Ouais, SCC, tout le monde, ok. Ouais. Donc, c'est la grande mode depuis quelques années. High Intensity Interval Training et on le présente comme depuis quelques… Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des détails physiologiques que j'aborderai avec les HM. Si jamais vraiment ça vous intéresse, vous pourrez regarder le cours. Il sera en ligne, le cours sur le HIIT, ou alors je le ferai quand on se verra. Mais bon, si vraiment ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Donc, c'est très à la mode depuis quelques années parce que vous savez, c'est la magie des réseaux sociaux. Ça déborde dans tous les sens. Et on est quasi tombé dans l'imaginaire des gens que pour perdre du poids, il n'y avait plus que le HIIT qui existait. C'était plus que ça. Et c'était la seule méthode miracle, la méthode qui fonctionnait. Alors, effectivement, la méthode fonctionne. Le HIIT pour perdre du poids fonctionne. D'accord? Par contre, vous aurez compris, maintenant que vous maîtrisez la physiologie et notamment le métabolisme des lipides et des glucides, qu'on ne peut pas perdre du poids pendant un HIIT, puisque par définition, c'est de la très haute intensité. Donc, ça veut dire que le temps de travail va être très court. Ok, vous avez compris ça. Donc, du coup, sur un temps de travail très court à haute intensité, quel substrat énergétique va être utilisé? Glucose. Glycolyse, obligatoirement. Donc, là, du coup, vous devez vous dire, mais comment on fait pour perdre du poids si on ne brûle que des glucoses et des glucides, que de la glycolyse pendant ce temps de travail? C'est ridicule. Et en fait, l'avantage du HIIT, enfin l'avantage, le fonctionnement du HIIT, c'est que le poids perdu, pour brûler des graisses, n'intervient pas par rapport à une perte de poids sur de l'intensité moyenne et longue dans le temps. Le HIIT, la perte de poids n'intervient pas pendant l'effort. Vous allez faire une intensité moyenne, un effort d'une heure 30, 2 heures. On sait que sur ces 1h30, 2 heures, pendant l'effort, vous allez perdre de la graisse puisque les lipides vont servir de substrat énergétique. Pendant le HIIT, pendant l'effort, on demande une telle intensité et plus l'intensité sera importante, plus vous utilisez de glucose et de glycolyse, d'accord, plus le HIIT sera efficace. Mais la perte de poids n'intervient pas pendant le HIIT, qui va être très court et très intense. En fait, la perte de poids intervient pendant les 24 à 48 heures qui suivent le HIIT via des mécanismes physiologiques et biochimiques, justement de surcompensation, ou alors je ne vais pas vous l'expliquer en détail, c'est l'EPOC, on appelle ça Excess Post-Oxygen Consumption, ou la dette d'O2 en français. Donc, on l'expliquera avec les HM. Pour faire simple, d'accord, les 24 à 48 heures qui suivent, vous avez tellement traumatisé et choqué votre organisme pendant le HIIT que pour récupérer correctement et dans ce phénomène de surcompensation, on en revient à la question de départ de Charline, je crois, pour ce phénomène de surcompensation, pour récupérer, votre organisme va tourner pendant les 24 à 48 heures qui suivent sur les lipides et pas sur les glucides. Parce que vous avez tellement choqué votre organisme et créé une déplétion glycogénique qu'il les laisse tranquilles, les glucides, et pendant le temps qu'il récupère de cet effort-là, il va tourner sur les lipides. Tout le monde a compris le principe globalement, sans rentrer dans les détails, tout le monde comprend? Ouais. Oui, mais moi, j'ai une question. Alors, attends, je finis et je vous laisse poser les questions après. D'accord? Donc, le fonctionnement du HIIT, c'est comme ça. Le problème du HIIT, il a été vendu comme magique pour perdre du poids. Le problème, c'est que pour perdre du poids, il faut comprendre que ça se passe après l'effort. Donc, il y a 2 paramètres ultra importants à la réussite du HIIT. Le 1, c'est l'intensité de travail pendant l'effort. On doit être sur de la très haute intensité. D'accord? On doit être sur des efforts adrénergiques, on appelle ça, pour vraiment libérer un maximum d'adrénaline, noradrénaline, de catécholamine pour justement enclencher tous les mécanismes biochimiques qui suivent les phénomènes hormonaux, qui suivent pour pouvoir perdre du poids. Donc, il faut une très haute intensité pendant l'effort. Et plus l'intensité sera haute, plus le HIIT sera efficace. Donc, le premier problème que ça pose, c'est qu'être capable d'encaisser une très haute intensité de travail, ce n'est pas donné à tout le monde, loin de là. Il y a une toute petite minorité de gens, et souvent, c'est les sportifs qui ont déjà l'habitude et qui ont déjà une certaine accoutumance à la souffrance et à l'effort qui vont pouvoir encaisser ça. D'accord? La plupart des gens, vous allez leur dire on va faire un HIIT, ils vont être carbonisés, ils vont arrêter, mais ils ne vont pas être en HIIT. D'accord? Ils vont être en haute intensité, mais ce n'est pas suffisant pour que ce soit efficace. Il faut être capable d'encaisser une intensité d'effort énorme. On finit chiffon le HIIT, on finit carbo, carpette. Okay? Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, faire du HIIT à des débutants, c'est ridicule. Parce que l'intensité d'effort qu'ils vont mettre ne sera pas suffisante pour qu'il y ait une efficacité optimale. D'accord? Est-ce que paradoxalement, est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'avec un débutant, justement, il va avoir un seuil… Il sera plus vite dans sa haute intensité, mais il ne va pas la tenir. Il va arrêter tout de suite, tu vas le dégoûter. Prends un débutant, fais-lui faire de la haute intensité, je te l'assure, ton HIIT, tu ne vas pas pouvoir le faire sur 6, 8, 10 minutes. Non, mais on pourrait imaginer que justement son niveau de… Ah oui, non, mais c'est ta logique est facile à atteindre, tu vois. Ta logique est vraie. Et bien sûr que sa haute intensité est plus facile à atteindre.
D'accord? Mais par contre, mentalement, il n'est pas capable de la tenir. Il n'est pas capable de l'atteindre. Ça demande trop d'effort mental et trop de résistance, trop de souffrance qu'il n'a pas l'habitude. Donc, tu vas le dégoûter. C'est sûr que tu vas le flinguer et tu vas le dégoûter. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que finalement… Ouais, après, enfin, je trouve que tu as des débutants qui ont la niaque, tu vois. On voit, tu as su qui va tenir quand même. Moi, j'ai vu des résultats chez des débutants qui se mettaient au hit. Pas tous, je suis d'accord. Mais du moment qu'ils se mettent carpette, c'est sûr, celui qui veut pas trop se cramer, bah, ça ne donnera pas grand-chose. Mais un débutant qui s'y met vraiment… Ouais, mais un débutant qui se met vraiment au sport, même tu le mets à la moyenne intensité, il aura des résultats. Hein. Ouais, c'est vrai. Aussi, puisqu'il débute par définition, donc il aura des résultats aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ok. Et la deuxième condition du coup pour que le HIIT fonctionne, donc la première c'est haute intensité, être capable de la soutenir et de l'imposer aux gens. Voilà. Et la deuxième condition pour que… Je dis ça parce que sur le petit texte que je vous ai publié là, sur Facebook, là où j'en ai… Enfin, j'en ai fou d'ailleurs, mais où je vous faisais remarquer qu'en ce moment, on voit beaucoup de vidéos de coachs ou de pseudo-coachs qui font plein de choses et tout. C'est super intéressant à voir pour voir un peu tout ce qui se fait dans le milieu, c'est-à-dire beaucoup n'importe quoi. Moi, j'ai vu des mecs proposer des hits de 15 minutes. C'est-à-dire que le mec, il appelle hit de la mort. En plus, il appelle ça, c'est bien vendu, hit de la mort, d'accord? Son circuit fait 15 minutes. Le mec, il n'a rien compris. Il ne sait pas ce que c'est qu'un hit. C'est pas possible. On ne peut pas Avant-hier, j'ai vu 45 minutes. Yannick, j'ai pensé à toi. Voilà, un hit de 45 minutes. Donc, par définition, un hit, c'est une intensité où on va rester au maximum dans la filière anaérobie lactique. On est d'accord? Puisqu'on veut de la haute intensité. Tout le monde est d'accord? Comment vous pouvez tenir de la haute intensité pendant 15 minutes? C'est impossible. Donc, un hit déjà sur 4-5 minutes, c'est énorme. Même donc, des intensités d'effort de 30-45 secondes au max pour être dans la filière lactique au max, avec 15-30 secondes et enchaîné, déjà, c'est super dur à tenir. Des hits de la mort de 15 minutes, ce n'est pas des hits. C'est tout sauf des hits. C'est des circuits training. Donc, ne vendez pas ça comme des hits où on va perdre du poids avec de la haute intensité. Ce n'est pas possible de mettre de la haute intensité sur un circuit de 12-15. C'est impossible, 15 minutes. Ok, donc ça, c'est pour l'intensité. Il y a combien entre deux hits, du coup, de récup? Comment? Si tu veux enchaîner 2-3 hits, tu peux mettre un peu de récup au milieu. Oui, bien sûr. Mais ton circuit hit, il ne doit pas tuer plus. Il dure 3 et 5 minutes. 4 minutes. Ouais, 5 minutes max. Sinon, ce n'est pas possible de mettre de la haute intensité. Bien sûr que tu peux en enchaîner plusieurs avec de la récup. Tu prends 4-5 minutes de récup entre chaque. Bien sûr que tu peux. Mais sur l'effort à proprement dit, pour rester dans la filière, dans la zone de travail où on veut, ce n'est pas possible. Yep. Ouais. Et ensuite, la deuxième condition ultra importante pour l'efficacité d'un HIIT, vous l'aurez peut-être trouvé vous-même si vous avez compris le fonctionnement du HIIT, comme on perd du poids sur les 24 à 48 heures qui suivent, ça va être l'alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, tant que vous ne rechargez pas complètement vos stocks de glycogène qui ont été épuisés au maximum, c'est le but du HIIT, c'est le but de l'intensité, ok? Votre organisme soulage ses stocks de glycogène et tourne sur les lipides. D'accord? Si tout de suite après votre HIIT, dans les 12 heures qui suivent, vous tapez des index glycémiques de ouf et du glucose, du sucre à foison, vos stocks de glycogène vont très vite se remplir. Donc, du coup, vous stoppez l'effet de la dette d'O2, c'est-à-dire que la surcompensation qui vise dans le temps à brûler des calories de la graisse parce que les stocks de glycogène sont vides, si vous les re-remplissez tout de suite, ça stoppe l'effet du HIIT. Ouais, mais ça, c'est pas que pour le HIIT, non? À partir du moment où… En l'occurrence, c'est encore plus flagrant pour le HIIT. Puisque oui, mais c'est pareil pour les autres trucs. Ah bah bien sûr que l'alimentation, c'est valable pour tout. Mais sur les réactions, sur le fonctionnement du HIIT en lui-même, c'est un paramètre important, l'alimentation. Si vous rechargez tout de suite vos stocks glycogéniques, vous stoppez la dette d'O2 et vous stoppez l'effet du HIIT. Dans tous les cas, où il est beaucoup moins optimal. Donc voilà pourquoi le HIIT, il faut connaître, il faut savoir ce que c'est, mais il ne faut pas… Enfin, voilà, faut pas croire que c'est la seule chose qui fonctionne. Et surtout, il faut connaître les façons dont lesquelles il fonctionne, la façon précise par laquelle il fonctionne. Et je retravaillerai plus en détail sur les mécanismes de compensation avec les HM. Et quand tu es sur du HIIT, tu es que sur des exercices cardio, pardon? Non, pas forcément, mais il faut que tu sois sur des exercices qui te fassent passer dans la haute intensité. Ok. Donc des burpees, des thrusters en CrossFit, ils en font des HIIT avec des exercices de thruster. Il faut des exercices qui soient gourmands au niveau énergétique, donc des exercices qui engagent beaucoup de groupes musculaires et des gros groupes musculaires. Plus tu as de groupes musculaires engagés, plus l'intensité cardiaque et l'intensité de travail sera importante logiquement. Ok. Donc ouais, en principe, c'est des burpees, c'est des squat jumps, c'est des thrusters,
C'est des soulevés de terre épaulés jetés, mais plutôt sur un rythme élevé, donc avec une charge pas trop lourde non plus, pour pas que la force prenne le dessus, d'accord? C'est voilà, ce genre de choses. D'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début? Non. Ah si, j'ai une question. Oui. La créatine phosphate, ça se régénère souvent. Tout le temps. Parce que là, tu sais, pour la première filière, du coup, le facteur limitant, c'est quand il n'y en a plus. C'est Ouais. ça? Ouais, ouais. Et du coup, ça se régénère sous combien de temps à peu près? J'en ai marre, je fais poser des questions de temps, moi, mais j'ai besoin de temps. Mais genre, par exemple, ouais, si tu n'as plus de créatine phosphate et du coup, bah, tu n'es plus vraiment sur cette filière-là. Non, c'est une bonne question, c'est une bonne question, mais du coup, on va demander à Marina de te répondre puisque les HM ont la réponse. Attends, j'ai pas écouté, j'étais en train de converser avec toi. J'aurais pu demander à Claire. Vas-y, quoi la question? repose ta question, Charlène. Moi, en gros, sous combien de temps ça se régénère la créatine phosphate? À partir du moment où tu as épuisé ton stock et que du coup, la filière… C'est quand tu es sur des exercices de force. Donc, on avait C'est pas ça la question qu'on t'a posée, Marina. C'est combien de temps on régénère la créatine phosphate? Elle est régénérée à 80-85%. Alors, attendez, vas-y, Claire. Je t'écoute, on t'écoute. Je disais, on considère qu'elle est régénérée entre 80 et 85% au bout de 3-4 minutes. Et 100% combien? 5. 15 minutes. Ouais, plus même, entre 10 et 15. Mais c'est ça. En fait, c'est très long pour régénérer complètement la créatine phosphate. Alors, on estime, les chiffres qu'on donne, j'aurais donné plus 70, mais peut-être 80%. Voilà. À partir à 4 minutes de récupération, tu as régénéré entre 70 et 80% de ton stock musculaire que tu as vidé. D'accord? Donc, ça va assez vite, entre guillemets, pour les 70-80 premiers pourcents. Enfin, assez vite, entre guillemets, parce que 4 minutes, c'est pas rien non plus. Okay, par contre, pour arriver à 100%, les 20 derniers pourcents sont très longs. Donc, ça va jusqu'à 10-15 minutes. Ça marche. Les HM connaissent ça parce que c'est lié aux méthodes de force. En fait, comme on est sur cette filière, ça explique pourquoi en méthode de force en muscu, on a des récupérations très longues. C'est justement pour permettre la régénération complète des stocks de phosphocréatine entre chaque série. C'est pour ça qu'on s'emmerde. Voilà. Pour ça qu'on s'emmerde, exactement. Ça marche. Mais c'était une bonne question, Charline. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Non? C'est OK? Non. Je vais faire le tour vite fait. Julia, c'est OK? Julia fait la sieste, je crois. Elle doit être dans le sud. Là, il fait beau, il fait chaud. Ouais. Julia. Ah, sympa ça. Julia est avec David Guetta en confinement. Ils sont en train de faire des remixes. Oh, il n'y a pas la 4G à Aix-en-Provence? On déconne. Bon, on t'entend pas, Julia. On va considérer que c'est OK. Oriane, est-ce que c'est OK? Oui, c'est bon, c'est OK pour moi. C'est bon? Une question? Ouais, pas de souci. C'est bon. OK. Zoé? Non, ça va, pas de question. Toujours pas. OK. Ouais. Et tu m'as mis du son. OK. Audrey, est-ce que c'est OK? C'est bon. Pas de souci, parfait. Edwige? C'est tout bon? OK. Sûr? C'est bon. Ben, Charlène, OK? Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Alors, Marina, elle m'a dit c'est OK. Claire, c'est OK? Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a répondu à pas mal de questions en même temps. J'espère que j'ai été clair sur les réponses que tu as apportées et que ça a pu éclairer tout le monde. Quelqu'un me parle là? En tout cas, quelqu'un essaie… Ah, il y a E.T. qui essaie de nous parler là, en direct de la planète Gamma. Dylan, c'est OK? Je t'ai pas demandé, pardon. Ouais, et d'ailleurs, merci pour le 8 parce que j'étais dans ces personnes-là qui OK. comprenaient pas. Donc, j'ai été clair ou pas sur les 8? Ouais, nickel. Ça va être quoi les prochains contenus qu'on va faire? Je vais vous dire ça. Anthony, c'est OK? Ouais, ici, ouais. C'est bon. OK. Donc, c'est OK pour tout le monde. Donc, je vous remercie pour vos questions. J'espère que j'ai été clair, que j'ai éclairé les lanternes de tout le monde. Prochain contenu que je vais vous poster. Qui c'est qui parle là? Oh. Julia, coupe ton micro, on t'entend pas. De toute façon, on entend une voix robotique dégueulasse. Coupe-moi ça. Tu peux couper, Yannick, toi, le son. Ah bon?
Comment je la fais taire, celle-ci là. Je sais pas, mais Oh je le fais tout le putain. temps. Le son à chaque fois. Oh putain, ça pourrait être pareil en cours. Si je pouvais faire taire quelqu'un comme ça, juste en cliquant sur un bouton, ça serait magique, magnifique, ça. C'est magique. Bah, elle ou une autre, hein. Ça, c'est pas la seule. Donc, prochain contenu pour les communs au HM et au CC, ça va être sur les qualités physiques. Donc, c'est pas très compliqué. Force, vitesse, endurance, souplesse et équilibre, coordination. Donc, c'est pas très compliqué, mais c'est intéressant de savoir, de le connaître. En fait, on a fait le plus, là, vraiment, en physio, on a fait le plus gros morceau compliqué en physio. Encore, tout est fait. La contraction musculaire, la neuro, les filières énergétiques. Donc, tout ça, c'est fait. C'est maintenant, j'espère, acquis. Donc, maintenant, le reste, ça va être que des trucs un petit peu plus général, un petit peu global, un petit peu moins compliqué. Donc, le prochain contenu, ça va être ça. Je vais essayer de vous poster ça avant la fin de la semaine. Après, vous êtes en vacances après, non? Vous n'avez pas des vacances normalement? C'est tous les jours les vacances. Ouais. Non, mais je crois bien que après, normalement, sur le calendrier, vous avez des vacances. Donc, on va vous foutre la paix, je crois, pendant les vacances. On a une semaine. Ouais, je crois qu'on vous fout la paix pendant les vacances. Et puis après, on prendra en fonction de ce qu'on a le droit de faire ou pas. On verra comment on s'organise. Mais ça sera sur les qualités physiques, le prochain contenu. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Vous avez mon mail. Si vous avez besoin d'une autre physioconférence comme ça, vous n'hésitez pas non plus à me solliciter. Hein. En ce moment, je ne suis pas débordé par le boulot, les circonstances, donc ça peut se faire sans souci. Ça se passe relativement bien à chaque fois. Je pense que ça permet d'aider pas mal de monde, donc c'est assez sympa comme moyen de communication. Donc voilà. C'est tout bon? Ça marche. Eh ben, écoutez, je Merci. vous remercie. Je vous souhaite une excellente... Merci Yannick. Merci à vous. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci. Et puis, je vous dis à très vite, j'espère. Ciao. Bisous. C'est quoi ça? Salut. Oh.